Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi complexe que fascinant, la dissociation traumatique. Oui, Mais on va tout de suite, je pense, laisser de côté les clichés des films. On ne va pas parler de personnalités multiples qui changent à la minute. non, absolument pas. On va parler d'une idée beaucoup plus profonde et à mon avis plus éclairante, la non-réalisation. C'est ce mécanisme de survie incroyable où l'esprit, face à une expérience intolérable, il appuie sur un disjoncteur, il se coupe de la réalité pour survivre. Exactement. Pour explorer ça, on s'est plongé dans des textes assez pointus, des écrits pour thérapeutes. Notre but, c'est de déballer un peu ces concepts. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de non réaliser une partie de sa vie? Comment ça s'inscrit dans le corps? Et puis, comment on recolle les morceaux? Et je pense que pour bien comprendre la non-réalisation, le plus simple, c'est de commencer par l'inverse. La réalisation. La réalisation, voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est un processus permanent, presque invisible. On intègre constamment des milliers d'infos. Tiens, le café est chaud, cette musique me rend joyeuse. Hmm. C'est ce tissage continu qui construit notre sentiment d'être nous-mêmes. Une personne cohérente, stable, mais aussi flexible. Au fond, la réalisation, c'est juste être en contact avec le réel et y répondre. C'est la base. D'accord, donc ça, c'est la normalité. Mais alors, que se passe-t-il quand la réalité, justement, devient insupportable? Les textes qu'on a lus prennent un exemple très dur, mais je pense qu'il est nécessaire. Oui, Celui d'un enfant maltraité par un parent. La personne qui est censée être la source de sécurité devient la source de terreur. Le cerveau de l'enfant ne peut juste pas assembler ces deux idées. C'est un paradoxe intenable. exactement. Et face à cet impossible, la dissociation, c'est la seule solution. C'est une stratégie de survie. Et cette non-réalisation, ce n'est pas un simple interrupteur en off. Non, c'est un spectre. C'est un immense spectre. À une extrémité, on a tous de micro-dissociations. Conduire sur l'autoroute et ne pas se souvenir des 5 dernières minutes, par exemple. Ah oui, tout le monde connaît ça? Et à l'autre bout, on trouve une amnésie traumatique majeure. Des pans entiers de la vie qui sont comme effacés. Le théoricien Pierre Janet, au début du XXe siècle, il appelait ça un syndrome de non-réalisation. Et plus récemment, un autre auteur, Kluft, a eu cette formule très parlante de trouble de réalité multiple. J'aime beaucoup cette expression. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un scénario de science-fiction. Non, pas du tout. C'est plutôt la coexistence de plusieurs réalités. Une réalité normale, pour faire les courses, travailler, et à côté, une ou plusieurs autres réalités, des zones d'ombre, quoi. Des expériences tellement douloureuses qu'elles n'ont pas été réalisées. C'est comme avoir des trous noirs dans sa propre histoire. C'est tout à fait ça. Et ces trous noirs, ils ne sont pas vides. C'est là que ça devient encore plus complexe. Ils sont remplis de mémoire. Et c'est là qu'on arrive à une idée qui m'a vraiment frappée dans ces lectures. L'idée que cette mémoire, ce n'est pas juste une pensée dans la tête, c'est physique. Les textes insistent là-dessus. Les souvenirs traumatiques sont d'abord somatosensoriels. C'est le corps qui se souvient. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change absolument tout. Ça veut dire que la mémoire d'un trauma, ce n'est pas un récit structuré, c'est un ensemble de fragments. Une odeur, une tension dans les épaules, une sensation de froid. Chaque partie dissociative, qu'on peut voir comme une partie de soi figée dans le temps, Mhm. possède sa propre physiologie. Une partie qui porte la terreur de l'enfant de 5 ans n'aura pas la même posture, pas la même respiration que la partie qui gère le quotidien de l'adulte. Donc, un thérapeute attentif pourrait voir, je sais pas, une personne changer de posture sur sa chaise et comprendre que ce n'est pas anodin, que c'est peut-être le signe qu'une autre mémoire corporelle vient de prendre le dessus. C'est un des outils les plus importants. Un changement de ton de voix, une main qui se crispe, ce sont des portes d'entrée. Le travail, c'est de remarquer ces signaux et d'aider la personne à mettre des mots, doucement, sur ce que le corps est en train de dire. C'est un travail de traduction en quelque sorte. Pour rendre ça plus concret, il y a cet exemple d'une patiente, Hélène, qui est vraiment marquant, Oui, qui flotte. C'est le pôle du troupeau. Et puis il y a une autre partie qu'elle nomme Hélène, qui est tout l'inverse. Elle est submergée par la terreur, elle revit l'abus en boucle. C'est le pôle du trop. ce conflit entre le trop et le trop peu, c'est la signature de la non-réalisation. C'est comme si le thermostat émotionnel était cassé, bloqué sur gelé ou brûlant. D'accord. Les deux ne peuvent pas communiquer. Et pour gérer cette fracture, l'esprit met en place ce que les textes appellent des tours de main hypnotiques. Attendez, j'adore cette expression tour de main hypnotique. C'est une image incroyable, ça. C'est très parlant, Louis. L'idée que notre propre esprit nous joue des tours de passe-passe, comme un magicien,
pour nous protéger de nous-mêmes. Ça change complètement la perspective. On n'est plus dans une logique de maladie, mais De stratégie. c'est une métaphore très juste. Ces parties dissociatives, elles sont d'une intelligence folle. Elles cachent, elles détournent l'attention, elles dissimulent ce que la conscience principale n'est pas encore prête à affronter. À réaliser, la partie flottante d'Hélène protège la conscience du feu de la partie Hélène. C'est un équilibre précaire, mais c'est ce qui a permis la survie. Et en pensant à Hélène, à cette tension permanente, je me demande comment le système nerveux arrive seulement à supporter ça. C'est la question centrale. Pour y répondre, il faut parler de nos systèmes d'action innés. On en a tous. Un système pour l'exploration, le jeu, l'attachement, la défense. Et tout ça est régulé par un concept clé, la neuroception. La neuroception. C'est un mot un peu technique, ça. Est-ce qu'on peut le traduire simplement? Bien sûr, la neuroception, c'est notre radar interne, totalement inconscient. D'accord. C'est la capacité de notre système nerveux à scanner l'environnement, en permanence, pour détecter les signaux de sécurité ou de danger. C'est quand on entre dans une pièce et qu'on a un feeling immédiat, sans savoir pourquoi. Notre sixième sens biologique, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et le trauma, il vient complètement dérégler ce radar. Les survivants développent ce qu'on appelle une neuroception défectueuse. Leur radar est bloqué sur danger, en permanence. Ah oui. À se passer et une sécurité présente. Pour Hélène, par exemple, un regard un peu insistant peut déclencher la même terreur panique que celle qu'elle vivait enfant. Son corps réagit comme si l'abus se produisait là, maintenant. Elle est piégée dans des défenses animales primitives, fuite, combat ou, le plus souvent, figement. Ce qui nous amène au dilemme de l'enfant, qui est absolument terrifiant. S'il réalise ce qui se passe, il risque de faire exploser sa famille, de perdre le seul lien vital qu'il a. Mais s'il ne réalise pas, il préserve ce lien, mais au prix de se fracturer de l'intérieur. C'est un choix impossible. Et ça mène à ce que les auteurs appellent le paradoxe de la douleur. Un paradoxe qui est au cœur de tout le processus thérapeutique. Il est aussi simple que terrible. Plus une personne s'efforce d'éviter la douleur de son passé, plus la souffrance contamine son présent. La non-réalisation, qui était la solution, devient la prison. La seule issue, c'est donc d'arrêter d'éviter. Les textes parlent d'acceptation radicale. Mais ce terme me semble presque cruel. On demande à quelqu'un qui a vécu l'impensable de simplement accepter. C'est une objection très importante. Et il faut être très clair. Ouais, Acceptation radicale, ça ne veut pas dire cautionner, pardonner ou minimiser l'horreur. Absolument pas. Ça veut dire accepter la réalité indéniable que cela ait eu lieu. Cesser de lutter contre les faits. C'est un acte de courage immense qui consiste à regarder la vérité en face pour pouvoir enfin s'en libérer. d'accord. Vu comme ça, c'est un acte de reprise de pouvoir. Exactement. Et comment cette acceptation se manifeste? Les textes décrivent deux piliers. Oui, deux processus complémentaires. Le premier, c'est la personnification. C'est l'acte de s'approprier son histoire. C'est le moment où la personne peut enfin dire et surtout ressentir « cela m'est arrivé à moi ». Ou, pour Hélène, de pouvoir dire « la petite fille terrifiée, Hélène, ce n'est pas une étrangère, c'est moi ». D'accord. L'expérience n'est plus un fragment extérieur, elle est intégrée. C'est regarder en arrière et dire « c'était bien moi ». Et le deuxième pilier? Le deuxième, c'est la présentification. C'est la capacité à être pleinement dans le moment présent. Le passé est reconnu, il fait partie de l'histoire, mais il ne dicte plus toutes les réactions. La personne peut enfin faire des choix basés sur la réalité d'aujourd'hui et non plus en réaction à des dangers d'hier. C'est l'objectif. Mais concrètement, comment on y arrive? Ça a l'air d'une montagne. Ça l'est. Et c'est un cheminement long et difficile. C'est pour ça que le traitement est un modèle par phase. Et il faut voir ça comme une spirale, pas une ligne droite. On y revient. On avance, on revisite. La première phase, la plus longue souvent, c'est la sécurité et la stabilisation. Avant même de toucher au passé, le but est d'aider la personne à se sentir en sécurité dans son propre corps et à développer des outils pour gérer le quotidien. On construit les fondations avant de toucher au mur. Exactement. La deuxième phase, c'est le traitement des souvenirs traumatiques. C'est seulement quand la personne est assez solide qu'on peut commencer, avec une prudence extrême, à aborder le passé. On ne rouvre pas les vannes d'un coup. Non. On travaille sur des petits morceaux de souvenirs pour les digérer. Et enfin, la troisième phase, c'est la réintégration. C'est le moment où l'on tisse ensemble toutes ces parties pour former une personnalité plus unifiée, où le passé a sa place, mais ne prend plus toute la place. Ce qui frappe, c'est l'importance cruciale
de la relation entre le patient et le thérapeute. Tout repose là-dessus. Elle est au cœur de tout. Et même le thérapeute n'est pas à l'abri. Les textes donnent cet exemple d'un thérapeute, Jacques, qui n'arrivait tout simplement pas à croire sa patiente. Ah oui, Il était convaincu qu'elle exagérait. En fait, sa propre incrédulité le mettait lui-même dans une forme de non-réalisation. Il n'arrivait pas à réaliser l'ampleur de la souffrance de sa patiente. Et bien sûr, ça bloquait tout. même le thérapeute peut tomber dans le piège. Ça montre à quel point ce mécanisme est puissant. C'est une danse interpersonnelle incroyablement délicate. Le thérapeute doit être ce roc de la réalité qui peut accueillir l'insupportable sans se laisser submerger. Si on devait résumer notre exploration, on pourrait dire que la dissociation n'est pas tant une pathologie qu'un mécanisme de survie d'une créativité inouïe. Une forme de non-réalisation pour continuer à avancer. Et donc, la guérison, ce n'est pas un combat, mais un processus de réalisation. Un voyage courageux pour reprendre possession de toutes les parties de son histoire. Pour enfin pouvoir dire « Tout cela fait partie de moi, et cela m'est arrivé, et je suis ici maintenant ». C'est exactement ça. Et pour conclure, peut-être une pensée qui est suggérée dans les textes et qui nous concerne tous en fait. La non-réalisation, ce n'est pas seulement l'affaire des traumatismes extrêmes. Hmm. À une échelle beaucoup plus petite, plus quotidienne, on a tous nos propres zones de non-réalisation. Des vérités sur nous-mêmes qu'on préfère ignorer, des deuils pas tout à fait faits. Ces petites zones d'ombre où l'on se dit « je verrai ça plus tard ». C'est vrai. Se demander quelles sont nos propres non-réalisations, grandes ou petites, et trouver le courage de les regarder en face, c'est peut-être, finalement, le véritable voyage d'une vie.